Peut-être que mon fils pensait que la banque m'appellerait en premier. Peut-être supposait-il que je lui en serais reconnaissante. Mais quand je suis entré au Crédit Mutuel ce mardi matin et que le visage de la guichetière a blêmi, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. J'étais là pour vérifier le virement de ma retraite et déposer un petit chèque, la même routine que je suivais depuis 37 ans, chaque deuxième mardi du mois. Clara, la guichetière principale, me connaissait depuis l'époque où elle portait encore des couettes. Elle a regardé son écran d'ordinateur, puis moi, puis de nouveau l'écran, comme si elle lisait un certificat de décès. « Votre compte a été clôturé, Madame Dumont, dit-elle doucement. Depuis jeudi dernier. » Je suis resté là, mon bordereau de dépôt dans une main et mon chéquier dans l'autre. Les néons bourdonnaient au-dessus de nous. Le téléphone de quelqu'un sonnait au bureau des prêts. J'ai regardé les doigts de Clara hésiter au-dessus de son clavier, comme si elle voulait annuler ce qu'elle voyait. Qui la fermait ? Elle jeta un coup d'œil vers le bureau du directeur. « Votre fils, Benoît Dumont. Il est venu avec une procuration notariée. Il a dit qu'il regroupait vos comptes pour une meilleure gestion. Je n'ai jamais signé de procuration. » Le professionnalisme de Clara s'est un peu fissuré. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais voulu voir diriger vers moi, de la pitié. « Madame, il avait tous les papiers en règle, tamponnés par le notaire et tout le reste. Il a ouvert un compte joint. Vous êtes signataire, mais il a le contrôle principal. Où est mon argent, ai-je demandé. Transféré sur le nouveau compte. Elle nota un numéro sur un bout de papier et le fit glisser sur le comptoir. C'est le numéro du compte. Vous pouvez y accéder, mais elle marqua une pause. Toute transaction supérieure à 500 € nécessite une double autorisation. J'ai plié le papier dans mon sac à main. J'ai souri à Clara parce que c'est ce que 64 ans de politesse vous apprennent à faire, même quand vos mains tremblent. Puis je suis sorti sous le soleil d'octobre et je me suis assise dans ma voiture pendant 20 minutes, fixant le volant. Benoît avait toujours été prudent. Même petit garçon, il organisait ses jouets par couleur et par taille, étiquetait ses fournitures scolaires, faisait des listes pour tout. Il est devenu banquier comme son père, a épousé une femme qui gérait le budget familial sur des tableaux Excel, et a eu 2 enfants qui n'avaient pas le droit aux écrans en semaine. Il m'appelait chaque dimanche à 9 h précises. Quand son père est mort il y a 3 ans, Benoît s'est occupé de tout, les obsèques, l'assurance, la succession. J'avais été reconnaissante à l'époque. Perdu dans mon chagrin, je l'avais laissé prendre les commandes parce que je ne supportais pas de regarder des papiers portant le nom de mon mari. Mais là, il ne s'agissait pas des papiers d'un mort. C'était mon argent, mon compte, ma vie. Je suis rentré chez moi dans le brouillard. La maison était calme, trop calme, comme elle l'était depuis la mort de Thomas. Mais je m'y étais habitué, j'avais fait la paix avec le silence. J'ai lancé du café et je me suis assise à la table de la cuisine où mon chéquier était ouvert. 37 ans de comptes équilibrés avec soin, jamais à découvert, jamais un chèque sans provision. J'avais élevé 2 enfants avec mon salaire de professeur de français, je leur avais payé leurs études, j'avais aidé Benoît pour l'apport de sa première maison. Le téléphone a sonné. J'ai laissé le répondeur prendre le relais. C'était Benoît. Maman, c'est moi. Il faut qu'on parle. J'ai géré quelque chose à la banque pour toi. Je passerai après le travail. Il ne demandait pas. Il annonçait, de la même manière qu'il avait annoncé aux funérailles de Thomas qu'il gérerait la succession, de la même manière qu'il avait annoncé à Noël dernier que je ne devrais plus conduire sur l'autoroute parce que quelqu'un avait publié une étude sur le temps de réaction et le vieillissement. J'avais arrêté de discuter avec lui après ça. C'était plus simple. Il pensait bien faire, du moins c'est ce que je me disais. J'avais 64 ans. J'avais enseigné la littérature française à des adolescents pendant 41 ans. J'avais survécu à un cancer du sein à 56 ans. J'avais appris à faire ma propre déclaration d'impôt, à déboucher mon évier et à changer les fusibles. Je pouvais faire l'analyse grammaticale d'une phrase complexe dans mon sommeil et réciter du Victor Hugo de mémoire. Mais d'une manière ou d'une autre, dans l'esprit prudent et organisé de Benoît, j'étais devenu une charge qu'il fallait gérer. Il est arrivé à 18h30, est entré avec la clé que je lui avais donnée pour les urgences, apportant des plats du traiteur chinois comme si c'était un mardi soir normal. Il a déballé les barquettes sur la table de ma cuisine, parlant tout le temps. Je sais que tu es probablement confuse à propos de cette histoire de banque, maman. J'aurais dû t'expliquer plus tôt, mais je voulais que ce soit fait avant de t'en parler.
Tu sais comme tu t'inquiètes. Je n'étais pas inquiète. Il a souri. Ce sourire patient qu'il utilisait avec ses enfants quand il demandait pourquoi il ne pouvait pas avoir de dessert avant le dîner. Exactement. Parce que j'ai géré la situation. Je regarde ton compte depuis quelques mois maintenant et maman, tu n'optimises rien. Tu perds de l'argent en frais de gestion. Ton épargne ne rapporte rien. Et puis j'ai vu que tu as fait un chèque à une association caritative le mois dernier pour 800 €. C'est là que j'ai su que nous devions avoir une conversation sérieuse sur la planification financière. J'ai fait ce chèque à la fondation pour la lecture. Je suis bénévole là-bas. Je sais. Et c'est gentil. Mais 800 €? C'est une grosse partie de ta retraite mensuelle. Tu ne peux plus te permettre d'être aussi généreuse. J'ai ouvert une barquette de nouilles sautées. La vapeur montait entre nous. C'est mon argent, légalement. Oui. Mais maman, tu ne penses pas à long terme. Et si tu as besoin d'une maison de retraite médicalisée un jour? Et si tu as des frais médicaux? J'ai configuré le compte pour que tu aies un accès total pour les dépenses quotidiennes. Mais tout ce qui est majeur passe par moi d'abord. C'est pour te protéger. Tu ne m'as pas demandé mon avis. Il posa ses baguettes. Parce que tu aurais dit non. Tu es têtu avec cette histoire d'indépendance. Et je comprends. Papa était pareil. Mais quelqu'un doit penser de manière pratique. La pièce semblait rétrécir. Ou peut-être était-ce moi. J'ai regardé mon fils, cet homme dans sa chemise repassée et sa cravate en soie, mangeant mes nouilles dans ma cuisine, m'expliquant pourquoi il avait pris le contrôle de mon argent sans ma permission. Et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas mon cœur. Quelque chose de plus dur. Quelque chose qui me faisait tenir depuis 3 ans. Sors. Il cligna des yeux. Quoi? Sors de ma maison. Maman, ne sois pas dramatique. C'est pour ton bien. Dans 5 ans, tu me remercieras. Je me suis levé, ma chaise a raclé contre le linoléum. Sors, maintenant. Il a rassemblé ses affaires lentement, continuant de parler. Tu es bouleversé. Je comprends. On en discutera quand tu seras plus calme. Mais le compte reste tel quel. C'est fait. Après son départ, je suis resté assise dans la cuisine sombre et j'ai mangé des nouilles froides directement dans la barquette. Je l'avais mieux élevé que ça. Ou je pensais l'avoir fait. Thomas et moi avions appris à nos enfants le respect, les limites, le fait de demander avant de prendre. Mais quelque part en chemin, Benoît avait appris une leçon différente. Il avait appris qu'avoir raison comptait plus qu'être gentil, que l'efficacité l'emportait sur la dignité, que sa mère était un problème à résoudre, pas une personne à qui faire confiance. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à regarder les ombres du réverbère bouger sur le plafond, pensant à cette procuration que je n'avais jamais signée. Vers 3 heures du matin, je me suis levé et j'ai fouillé chaque dossier de mon bureau. Rien. Aucune procuration, aucune autorisation, rien avec ma signature qui donnerait à Benoît le contrôle légal de quoi que ce soit. Ce qui signifiait qu'il l'avait falsifié. Mon fils banquier, si prudent et organisé, avait commis une fraude. À 8 heures du matin, j'ai appelé ma fille, Raphaël. Elle vivait à Lyon, travaillait comme assistante sociale, venait me voir 2 fois par an et m'appelait toutes les quelques semaines. Nous n'étions pas fusionnels, mais nous étions honnêtes l'une envers l'autre. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Mon Dieu, maman, c'est illégal. Tu dois le dénoncer. C'est ton frère. C'est un criminel. Elle marqua une pause. Tu veux que je vienne? Pas encore. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu l'appelles. Dis-lui que tu m'as parlé et que je suis déraisonnable. Dis-lui que tu soutiens ce qu'il a fait. Il y eut un long silence. Tu as un plan. J'y travaille, maman. Sa voix s'adoucit. Ça va aller? Ça ira. Après avoir raccroché, j'ai fait une liste. Pas le genre de liste que Benoît ferait, avec des codes couleurs et des références croisées. Juste une simple liste numérotée sur un bloc-notes jaune. 1. Obtenir des preuves. 2. Ouvrir un nouveau compte dans une autre banque. 3. Parler à Sophie. Sophie était la fille aînée de Benoît. 22 ans, fraîchement diplômée,
travaillant dans un café en attendant de trouver sa voie. Elle m'appelait tous les mercredis soirs comme une horloge, et nous parlions pendant des heures, de livres principalement. Elle était la seule de la famille à avoir hérité de mon amour pour la lecture. Elle m'avait dit le mois dernier qu'elle s'inquiétait pour son père, qu'il était stressé, contrôlant, obsessionnel avec l'argent, que sa mère avait commencé une thérapie parce que Benoît devait approuver chaque achat de plus de 100 €. Je l'ai appelée cet après-midi-là. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, et je pouvais entendre le bruit de la machine à expresso en arrière-plan. Mamie Élise, je pensais justement à toi. J'ai fini le livre de Toni Morrison que tu m'as recommandé. Nous avons parlé de Beloved pendant 20 minutes. Puis j'ai dit, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose et j'ai besoin que ça reste entre nous. Elle est devenue silencieuse. Je l'ai entendue sortir, s'éloignant du bruit. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté. La banque, le compte, les documents falsifiés, la confrontation. Quand j'ai fini, elle pleurait. Je suis tellement désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je savais qu'il allait mal, mais je ne savais pas que c'était à ce point. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu entres dans son bureau à la maison. Trouve les documents de la procuration. Prends des photos de tout. Les originaux, le tampon du notaire, tout. Mamie, c'est. Elle s'arrêta. Quand? Ce week-end. Dis-lui que tu as besoin d'emprunter son imprimante pour un CV. Il te laissera entrer dans son bureau. Il te fait confiance. Elle n'a pas hésité. D'accord. Quoi d'autre? Rien d'autre. Juste ça. Et Sophie. Merci de me croire. Sa voix se brisa. Je suis toujours de ton côté. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Samedi est arrivé. Raphaël a appelé Benoît et a joué son rôle à la perfection. J'ai écouté sur haut-parleur pendant qu'elle lui disait que maman était difficile, qu'il avait fait ce qu'il fallait, que quelqu'un devait la gérer avant qu'elle ne donne tout son argent à des arnaqueurs ou des associations. Benoît a tout gobé, la remerciant pour sa compréhension, disant qu'il savait qu'il pouvait compter sur la famille pour entendre raison. Dimanche, Sophie m'a envoyé 6 photos, les documents de procuration avec ma signature. Sauf que ce n'était pas ma signature. C'était proche. Très proche. Quelqu'un s'était exercé. Mais je signais mon nom depuis 64 ans, et je connaissais la courbe de mon E majuscule, la façon dont mes deux L se connectaient. Ce n'était pas la mienne. J'ai sauvegardé les photos à 3 endroits différents, je les ai imprimées, et j'ai mis les originaux dans un coffre-fort dans une banque à l'autre bout de la ville, où j'avais ouvert un nouveau compte le vendredi en utilisant mon passeport. Lundi matin, je suis entré dans la banque de Benoît, pas le Crédit Mutuel, mais la grande banque commerciale où il travaillait, où il était directeur adjoint d'agence, où son nom était sur une plaque devant son bureau. J'ai demandé à voir le directeur de l'agence, Monsieur Chen, que j'avais rencontré exactement une fois au 40e anniversaire de Benoît. Monsieur Chen a semblé mal à l'aise quand je lui ai montré les photos. Encore plus mal à l'aise quand j'ai expliqué ce que Benoît avait fait. Il a passé un coup de fil, puis un autre. Puis il m'a demandé d'attendre pendant qu'il consultait le service juridique. 2 heures plus tard, Benoît a été convoqué dans le bureau de Monsieur Chen. Je n'étais pas là pour cette conversation, mais Sophie m'envoyait des mises à jour par SMS. Sa mère travaillait comme réceptionniste à l'agence, et elle avait tout raconté à Sophie. Ils l'ont suspendue. En attente d'enquête. Quelque chose à propos de la politique bancaire, de la responsabilité fiduciaire et de la fraude. La police pourrait être impliquée. Sa femme était hystérique. Les enfants étaient confus. Et Benoît, selon Sophie, ressemblait à quelqu'un qu'on avait poussé du haut d'une falaise. Il m'a appelé 17 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Il s'est présenté chez moi à 20 heures. Je n'ai pas ouvert la porte. À travers le bois, il a dit, « Tu as ruiné ma carrière, ma vie. J'essayais de t'aider. » Je me suis assise de l'autre côté, dans le couloir, le dos contre la porte. Tu m'as volé. Je te protégeais. Tu me contrôlais. Il y a une différence. Sa voix s'est brisée. Je suis ton fils. Et je suis ta mère. Pas ton actif, pas ton problème, ta mère. Il est parti. J'ai entendu sa voiture s'éloigner. Puis je suis restée assise là encore 1 heure dans le couloir sombre, ressentant tout et rien en même temps.
Raphaël a pris l'avion et est arrivé mardi. Sophie est venue mercredi avec des courses et m'a aidé à configurer la banque en ligne pour mon nouveau compte. Nous étions assises à ma table de cuisine, nous trois générations de femmes. Et Sophie a dit, je ne pense pas pouvoir lui pardonner pour ça. Tu n'es pas obligé, ai-je dit. Pas encore. Peut-être jamais. C'est ton choix. Raphaël m'a regardé. Est-ce que tu portes plainte? Je n'avais pas encore décidé. La banque menait son enquête. La police avait été notifiée. C'était hors de mes mains à certains égards, mais à d'autres, c'était entièrement entre mes mains. Une conversation pourrait détruire la carrière de Benoît définitivement. Une décision pourrait l'envoyer en prison. Je ne sais pas, ai-je dit. Je suis fatigué d'être celle qui doit arranger les choses, qui doit faciliter la situation, qui doit être compréhensive. Alors ne le sois pas, a dit Raphaël. Laisse-le réparer ça. Laisse-le être celui qui est mal à l'aise. Alors j'ai attendu. J'ai laissé Benoît seul face à ce qu'il avait fait. Je l'ai laissé appeler, envoyer des SMS et des emails. Je l'ai laissé paniquer. Je l'ai laissé ressentir ce que c'était que de n'avoir aucun contrôle, aucun pouvoir, aucun mot à dire sur ce qui allait se passer ensuite. 2 semaines plus tard, il s'est présenté de nouveau à ma porte. Cette fois, j'ai ouvert. Il avait l'air terrible. Mal rasé, chemise froissée, cernes sombres sous les yeux. Il avait perdu du poids. Je peux entrer? Je me suis écarté. Nous nous sommes assis dans le salon, la même pièce où il avait joué au Lego étant enfant, où Thomas et moi lui avions appris à lire, où nous avions pris des photos avant son bal de promo et fêté ses lettres d'admission à l'université. Il a regardé autour de lui comme s'il voyait la pièce pour la première fois. Je suis désolé, a-t-il dit. Je suis tellement désolé. Je pensais que j'aidais. Je pensais que tu avais besoin que je prenne soin des choses parce que c'est ce que faisait papa et je suis censé être l'homme maintenant et je juste. Il s'arrêta. J'avais tort. J'ai trahi ta confiance. Je t'ai traité comme si tu étais incompétente alors que tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Et je suis désolé. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. J'ai dit à la banque que c'était un malentendu, a-t-il dit. Que j'avais fait une erreur. Ils examinent toujours tout, mais je leur ai fait des aveux complets. Mon avocat dit que je pourrais perdre mon emploi de toute façon, que je pourrais faire face à des poursuites, et je le mérite. Tout ça. Tu as imité ma signature. Je sais. Tu as volé mon argent. Je sais. Tu m'as traité comme si j'étais sénile. Son visage s'est effondré. Je sais, mon Dieu. Maman, je sais. Je ne sais pas comment réparer ça. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé et qui s'était en quelque sorte transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Et j'ai pensé à toutes les façons dont je pourrais le punir, toutes les façons dont je pourrais le faire souffrir comme il m'avait fait me sentir petite, invisible et gérée. Mais j'avais 64 ans et j'étais fatigué d'être en colère. Tu ne peux pas réparer ça, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais tu peux commencer par accepter que je suis une adulte qui prend ses propres décisions. De bonnes décisions, de mauvaises décisions, mes décisions. Tu peux commencer par comprendre que je suis toujours là, toujours capable, toujours la personne qui t'a élevé. Et tu peux commencer par apprendre que l'amour n'est pas le contrôle. Il a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je ne porte pas plainte, ai-je dit. La banque fera ce qu'elle a à faire, mais je ne te poursuivrai pas en justice. Pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que je mérite la paix. Il est resté 1 heure. Nous n'avons pas dîné ensemble. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, mais nous avons parlé. Vraiment parlé. De son anxiété, de sa peur de me perdre comme nous avons perdu Thomas, de son besoin de tout contrôler parce qu'il était terrifié par le chaos. De ma solitude, de ma colère d'être traité comme une enfant, de ma peur de devenir invisible quand il partait. Je ne savais pas si nous serions un jour à nouveau au bien. Mais je savais que j'avais fait la bonne chose. Pas la chose facile, pas la chose qui mettait tout le monde à l'aise. La bonne chose. 3 mois plus tard, la banque a conclu un accord. Benoît a démissionné. Il travaille maintenant dans une autre entreprise, à un poste avec moins de prestige et moins de salaire. Sa femme est toujours en thérapie. Les enfants s'adaptent. Raphaël vient me voir plus souvent.
Sophie vient tous les mercredis et nous lisons ensemble. Et moi, je suis toujours dans ma maison, je gère toujours mon propre argent, je conduis toujours où je veux, quand je veux, je fais toujours des dons à la fondation pour la lecture, je vis toujours ma vie comme je l'entends. La semaine dernière, Benoît m'a appelé pour m'inviter à un déjeuner de famille. J'ai dit oui. Pas parce que j'ai oublié, pas parce que tout va bien, mais parce que j'ai appris quelque chose d'important au cours de mes 64 années. Le pardon ne consiste pas à mettre l'autre personne à l'aise. Il s'agit de refuser de laisser ses actions vous rendre petit. Il s'agit de reprendre son pouvoir et de décider selon ses propres termes de la suite des événements. Je suis toujours là, toujours debout, toujours maîtresse de mes choix. Et personne, pas même mon fils, n'a le droit de m'enlever ça.